Salut Sophie! Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, Sophie va nous apprendre à parler zoulou. Alors comme ça Sophie, on fait C'est des cours de langue aujourd'hui, ouais. Absolument. LV2 zoulou. D'accord. Exactement. Bon, LV3 certainement pour tous ceux qui nous écoutent. LV3. Comment Ouais. ça va Sophie? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Je parle pas zoulou, mais il y a quelques mots si ça vous tente, on peut s'amuser. Eh ben écoute, on va voir ça parce que moi je vais parler de KwaZulu-Natal qui est une province d'Afrique du Sud. Mhm. On va parler de chamanisme, un sujet qu'on a un peu évoqué très vite fait dans le Courrier de la Sterne. Mais là on va vraiment rentrer dans le détail et c'est une étude fort intéressante que je vous détaillerai dans la première partie. Et toi Sophie, tu vas nous reparler de communication entre les oiseaux. Eh ben, vous savez bien que entre les couleurs des oiseaux et le chant des oiseaux, c'est un peu mon dada, tous ces trucs-là. Donc, on va parler, alors pas du chant des oiseaux, mais de quelque chose qui est très très proche, des petits sifflements ou soufflements, si vous préférez, que les oiseaux font régulièrement et qu'on ne connaît pas très bien, mais qui pourtant font partie intégrante de leur fameux langage. Donc, on va voir ça en deuxième partie. Eh ben c'est super. On va tout de suite démarrer l'émission par notre rétro piou-piou. Qu'est-ce que tu as découvert, Sophie, dans cette quasiment semaine de Noël? Je pense que l'épisode devrait sortir en quelques encablures de Noël un peu avant ou un peu après. Qu'as-tu à faire découvrir à nos auditeurs et nos auditrices? Eh ben écoute, en ces périodes festives, je me suis dit qu'on allait se tourner du côté d'un petit oiseau très coloré, avec beaucoup de rouge notamment. Il s'agit du rouge-queue aurore, et le rouge-queue aurore est justement le sujet d'une étude qui a été publiée donc dernièrement, le 14 novembre, dans la revue Ibis. Et ce petit rouge-queue, les mâles sont très très colorés, les femelles, elles, par contre, le sont beaucoup moins, sont plus dans les tons assez gris, assez ternes, mais par contre, ils ont en commun avec le mâle une sorte de bande blanche sur l'aile, et cette bande blanche, plus ou moins similaire, il se trouve que les femelles, lorsqu'elles choisissent leur mâle, elles aiment bien que leur mâle il ait plus ou moins la même taille de bande sur l'aile qu'elles, donc on pourrait dire en un sens que qui se ressemblent s'assemblent, même si pas exactement d'accord. le cas. Mais voilà. Intéressant. C'est rare de parler de longueur justement de bordel, mais voilà, bordel de merle, certains auraient dit, mais là on est sur le rouge-queue. Restons polis, attention. Je sens qu'on va avoir des mots aujourd'hui. Pour me faire pardonner, Sophie, je vais t'offrir un magnifique cadeau. Voilà, c'est la période des fêtes de Noël. C'est gentil ça. Et sache que, je sais pas si tu aimes les Lego. Ah oui, Aimes-tu beaucoup. les Lego, Sophie? Ah, Eh bien, sache qu'il y a toute une gamme de Lego oiseaux non, qui existe, c'est Sophie. vrai? Mais si, Oh mais oui. Oh mon Dieu. Alors, on a du toucan, on a du martin pêcheur, on a de la cabane à oiseaux. Oh mais trop bien. Euh, on a du rouge-gorge, on a du jet bleu, on a du colibri. Voilà, Mais ça c'est sort d'où incroyable. ça? Alors, ça sort d'où? Apparemment, c'est une idée d'un certain Tom Poulsom qui, en 2015, donc il y a 10 ans, a commercialisé l'un des tout premiers packs avec justement des oiseaux dedans. Donc, on parle du rouge-gorge, du jet bleu et du colibri, donc dans le même pack. Mhm. Un pack qui aujourd'hui se trouve à un prix assez cher. Défiant il faut toute le dire. concurrence, exactement, oui. Défiant toute concurrence, oui, absolument, puisque pour la modique somme de 190 €, tu vas pouvoir Aïe. monter toi-même donc ce colibri, ce Ça fait mal. rouge-gorge et ce jet bleu. Mhm. Mais le martin pêcheur, lui, est à 50 €, voilà, sur la boutique de Lego. D'accord. Donc ça va. Et puis vous avez le toucan à peu près 10 €. Enfin voilà, il y a même de Lara. Enfin voilà, il y a toute une gamme de Lego oiseaux d'une certaine manière. Alors après, il y a aussi des imitations de Lego oiseaux. Ouais. Mais voilà, il y a tout un tas de choses à voir. Il y a même un bundle avec de la grue, avec je pense un espèce de sucrier
lévrier ou un niouï rouge, et même un pigargue à tête blanche. Voilà. Oh, attention. Donc, si vous ne savez pas quoi offrir et que vous êtes dans le rush des fêtes de Noël, eh bien, voilà, on a une bonne idée de cadeau pour vous. Et ça se trouvera sur les différents sites de revendeurs et sur le site principal, à savoir Lego. C'est trop bien. Ça y est, je veux mon cadeau de Noël. C'est fait, c'est fini. Terminé. Franchement, le pack des 3 oiseaux là, avec le jet bleu, le rouge-gorge et le colibri, bon, surtout le rouge-gorge et le colibri est vraiment, vraiment très, très impressionnant. En plus, tu sais, il y a la petite plaque avec le nom latin. Oh, Donc, ils ont tous les voilà, tu détails, peux, mais c'est trop bien. ouais, tu peux. Super, super, Et super. là, je suis en super. train de voir, il y a même un kit avec des mésanges bleus et des piques et pêches. Ah bah C'est, écoute, il y a tout pour et plaire, hein, même c'est du formidable. chardonneret élégant. Enfin, c'est fou, hein. C'est formidable. Incroyable. C'est formidable. Voilà. Même de la Citel torche-peau. Ah, c'est fou. Ah mais non, rajoutez pas. Voyons, on était déjà convaincus avant. Tout va bien. Ah, trop bien. Bah écoute, moi de mon côté, on va rester chez les oiseaux, parce qu'après tout, c'est un podcast sur les oiseaux, ne l'oublions pas. Ah bah, évidemment. Et pas sur les Lego. Non, bah voilà. Et on a un petit article cette fois-ci qui nous vient d'Ornithomédia, qui nous explique que des corneilles d'Amérique ont trouvé un nouveau moyen d'avoir de la nourriture qui soit sans parasites. Alors il se trouve que de leur côté, c'est de là où elles habitent, ces corneilles d'Amérique habitent assez proche du Mexique. Et en fait, à cet endroit-là, on a une remontée actuellement de ce qu'on appelle les fameuses fourmis de feu, celles qui sont dont la morsure est particulièrement douloureuse. Et du coup, ces oiseaux ont trouvé une méthode pour se débarrasser des fourmis de feu qui tentaient de coloniser très rapidement leurs proies ou les animaux qui étaient déjà morts au sol. Hein, parce que, voilà, ils vont aller chercher du cadavre notamment. Et ben en fait, ils prennent les choses qu'ils ont chassées et qui ont des fourmis dessus, et ils vont les tremper dans l'eau et ils les nettoient violemment comme comme vous feriez la vaisselle avant de ou que vous nettoyez ou que vous iriez nettoyer la salade avant de la manger. Bah ils font pareil avec ce qu'ils ont attrapé, et s'il y a des fourmis dessus, et ils le mettent dans l'eau et voilà, ils l'agitent violemment. Incroyable. Incroyable. Voilà. C'est pas bête. Quelle folie, quelle folie, quelle folie. Bah, je me pose la question du coup de savoir si certains oiseaux, tu sais, il y a ce fameux comportement de ces oiseaux qui donnent du pain aux poissons. Oui. Voilà. Je me demande si justement c'est pas la même finalité, à savoir nettoyage de la nourriture. Alors non. Puisque le poisson pourrait peut-être se débarrasser de petits parasites, mais dans le cas du pain et des poissons, j'avais déjà vu en l'occurrence, et donc il y a pas mal d'aigrettes qui font ça. Elles vont poser un bout de pain et en fait elles attendent à côté, et elles attendent que le poisson vienne choper le pain, et elles vont récupérer le poisson derrière. Donc il y a vraiment un comportement de chasse pour le coup. C'est pas la juste, vaisselle, c'est la canne à pêche. Voilà, on chasse à lapin. Ah, ils sont pas bêtes, hein, les bestiaux. Faut bien leur reconnaître ça quand même. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Des Lego aux jeux vidéo, Sophie, il n'y a qu'un pas. Mais on est encore dans les cadeaux de Noël, mais c'est merveilleux. Alors, cadeaux de Noël, je ne sais pas, parce que les jeux ne sont pas encore sortis. Mais il y a eu donc le Steam Animal Fest cette semaine, et j'ai découvert qu'il y a un jeu en préparation sur le cassican flûteur. Donc tu vas pouvoir interpréter le cassican flûteur dans un jeu vidéo et mettre la pagaille dans une petite bourgade d'Australie. Ah mais voilà. Je veux. Ça s'appelle Pie for the Sky, et pour l'instant il n'y a pas de date de sortie, mais j'ai trouvé ça particulièrement marrant. Pourquoi ils n'ont pas fait le kookaburra plutôt pour l'Australie? Ah mais bon, le cassican il pourchasse les gens, les cyclistes et tout. C'est vrai. Ils auraient pu faire le Kea aussi. Ça aurait marché. Ah, c'est à côté, c'est pas exactement l'Australie, mais ça marche aussi. Le jeu de fou avec le Kia garagiste. Mais oui, mais complètement. Faudrait faire ça. Non mais ça, voilà, ça c'était pour introduire le sujet, mais Sophie, j'ai eu l'occasion enfin de sortir ma dernière étude sur la conservation animale dans le jeu vidéo. Et on parle un peu d'oiseaux. On avait parlé de Jacques Barrault, donc pour recontextualiser,
C'est un jeu réunionnais qui a pour but de parler de la conservation du pétrel de Barreau, qui est un oiseau endémique de l'île. Mhm. Et donc pour quelque part intéresser les gens à cette conservation et leur permettre de savoir pourquoi justement, et on avait des problèmes avec ces oiseaux, on a créé un jeu qui s'appelle Jacques Barrault, dont l'objectif était d'enseigner, notamment aux collégiens et aux familles, eh bien, les risques qu'encouraient les oiseaux, notamment en n'éteignant pas les lumières et en ayant des prédateurs qui traînent sur l'île. Donc l'objectif, c'était de faire comprendre pourquoi on éteignait les lumières à La Réunion, puisque pendant tout un mois, les lumières de La Réunion s'éteignent. Mhm. Nous, on a le jour de la nuit en France qui a lieu généralement au mois d'octobre. Eh bien, Ouais. les Réunionnais, eux, ont un mois complet. Alors, il n'est pas exclusif à l'île dans le sens où il y a des secteurs qui participent et des secteurs qui ne participent pas. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est de fermer les lumières pendant une bonne partie du mois d'avril jusqu'à début mai pour eh bien, éviter que des jeunes pétrels de Barreau s'échouent sur l'île, parce que les pétrels sont attirés par la lumière et comme ils sont assez grands, ils ne peuvent pas redécoller, ils sont assez malhabiles. Et donc du coup, eh bien, on doit les récupérer et les relâcher le lendemain avant qu'ils se fassent croquer par des chats ou d'autres animaux de ce type-là. Et donc voilà, l'objectif de ce jeu, c'était de parler de ce genre de choses. Et le papier sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, c'est un papier un peu plus global sur la conservation à travers le jeu vidéo, Mhm. à savoir pourquoi on utilise le jeu vidéo pour la conservation animale. Est-ce que c'est efficace? Parce qu'il y a effectivement, à un moment donné, la question de l'efficacité qui se pose. Si on fait quelque chose, qu'on Et investit oui. de l'argent dessus, ou plutôt dedans, on attend quand même un certain résultat, et puis savoir comment finalement on fait ces jeux, parce que faire un jeu vidéo, c'est énormément de règles qui vont être discutées par les développeurs, mais aussi par les institutions publiques, qui Exactement. elles veulent que par exemple, eh bien, on ait tel danger qui soit représenté dans le jeu, ou tel oiseau qui soit représenté de cette manière, Mhm. et donc il va y avoir une espèce de collision entre les deux univers, et c'est assez intéressant à avoir analysé, parce qu'il y a quelques tendances qui se dégagent, notamment le fait que le jeu vidéo est un bon outil pour présenter les aspects de conservation grand public, hein, mais le problème c'est que ces aspects de conservation ne sont pas suivis par la chose la plus importante, à savoir le soutien financier de Oups. ce grand public, hein. Voilà. Mais ça, je pense que c'est quelque chose que tu dois retrouver aussi dans d'autres domaines, Sophie, toi travaillant dans la conservation. Donc Oui, comme souvent. on vous mettra comment dire, l'étude dans la description. Elle est en open access. Et puis voilà, peut-être que toi, Sophie, elle te sera utile si jamais tu dois travailler, pas forcément sur du jeu vidéo, mais en tout cas sur des réflexions autour de la conservation et la discussion avec le grand public autour de ces enjeux-là. Mais avec plaisir. Je lirai ça avec plaisir, évidemment. Eh bien, Voilà. ce sera avec grand plaisir de te présenter ça après l'émission. As-tu encore quelque chose à rajouter dans cette rétro? Bon, écoute, non, c'est déjà pas si mal pour aujourd'hui. Voilà. Eh ben, on va partir en Afrique du Sud après avoir parlé de la Réunion. On va Youpi. parler de chamanisme juste après ça. Sophie, on a beaucoup parlé ensemble de médecine traditionnelle, mais on sait jamais trop ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi les gens la pratiquent, pourquoi ça cible telle espèce. D'ailleurs, on parle d'espèces, mais pas forcément d'oiseaux, hein. On a par exemple le rhinocéros qui est chassé pour ça, les éléphants qui sont chassés pour ça, et d'autres animaux de par le monde, hein. On peut parler aussi chez les oiseaux du Kalao, pour le coup, avec, je crois que c'est toi qui en avais parlé il y a quelques peut-être dizaines d'épisodes de cela, ça remonte quand même un peu. Eh bien, dans un article publié en mai 2023, c'est l'équipe de Nom Tandazo Mankele, je ne sais pas si je prononce bien, qui ont décidé d'investiguer de manière un peu plus approfondie ces questions de tradition chez les chamans. En anglais, ils utilisent le terme de health practitioners. Donc je ne sais pas comment vous le traduisez, comment toi tu le traduirais, Sophie, pour le coup. Moi je l'ai traduit par chaman, mais peut-être Tu que peux dire chaman. En je Afrique peux du me Sud, tromper. le terme consacré, c'est Sangoma.
Sangoma, ok. Mm. Comme je vous l'ai dit, on va apprendre du Zoulou, donc Exactement. donc on est dans la province de KwaZulu-Natal, elle se trouve en Afrique du Sud, donc à l'est de l'Afrique du Sud. Et la médecine traditionnelle, c'est assez répandu en Afrique, et notamment dans la population subsaharienne. Donc tout ce qui va être notamment pays d'Afrique centrale, et puis un tout petit peu glissant sur la partie ouest et la partie est. Mais malheureusement, ce sont des pratiques qui sont très peu documentées, qui mènent aussi à une perte assez importante de la biodiversité, que ce soit des plantes, même si la pratique est beaucoup plus raisonnée parce que les plantes ont tendance à beaucoup mieux se renouveler, ou des animaux, que cela soit des croyances ou non. Parce que, et ça je l'ai appris Sophie, il y a certaines études qui ont démontré que certaines pratiques chamaniques avaient réellement des vertus médicinales. C'est donc Dinesh et ses collaborateurs qui en 2013 ont réalisé une étude. Ils ont étudié les fluides présents dans un petit ver de terre du nom d'Eudrilus euginae, et ils ont déterminé que les fluides présents dans l'animal pouvaient détruire les cellules cancéreuses. C'est incroyable ça quand même. Ah bon? Ouais, ouais. Donc dans l'étude qui nous intéresse, on parle de vautours. On parle de vautours dont la demande pour l'usage de la médecine traditionnelle semble avoir augmenté depuis les années 1990. Et là, j'avoue que j'ai été un peu surpris parce que je m'attendais que, comme effectivement on se retrouve dans une partie de l'Afrique qui est quand même beaucoup plus, je vais dire, mondialisée que d'autres parties d'Afrique, je m'attendais à ce qu'on ait des chiffres qui soient en baisse. Et en réalité, il semblerait que ce soit en augmentation depuis cette période-là. Et les vautours, bah, non seulement ils sont victimes de ce chamanisme, mais ils sont victimes aussi de la chasse, des collisions, changement d'habitat, Eh etc., oui, etc. Je vais pas vous redire ce qu'on a l'habitude de dire comme dans d'habitude. l'émission. Alors pour essayer de comprendre pourquoi les vautours étaient utilisés, parce que c'est ça la véritable question, ils ont discuté avec 26 chamans de ces provinces. Ils ont réalisé tout d'abord un balisage démographique des participants, et ensuite, eh bien, ils les ont interrogés sur l'usage ethnomédical des vautours. C'est des interviews qui ont été conduites entre juillet 2019 et décembre 2020. Il y avait 15 hommes et 11 femmes. 24 personnes ont été interrogées, 2 étaient des informateurs. Alors, j'ai pas compris ce qu'était informateur. Peut-être que toi, Sophie, tu sais un peu plus de quoi ce terme pourrait faire allusion. Quel terme est-ce qu'ils avaient utilisé en anglais? Informers. Informers. Ouais. Donc peut-être des gens qui savent, mais qui pratiquent pas. Je sais pas. Donc difficile à dire pour le coup. Oui, c'est possible, Et ils ont peut-être des apprentis, peut-être. On va voir. peut-être. Et donc ils ont catégorisé ces personnes en 4 catégories: soigneurs, devins, herboristes et birth attendants. Mhm. Je saurais pas trop comment traduire Sage-femme. cela. Sage-femme, Mm. ok. Je m'attendais pas à ce terme-là pour le coup. J'avais un doute Mm. lorsque j'ai tenté de le traduire en anglais, mais je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de plus... Non, comment dire? sage-femme. Ok, ça marche. Donc, il y a un nombre assez important de chamans dans la région, apparemment. Oui. Alors, on n'a pas les chiffres réels, mais ce serait estimé à environ 25 000 dans l'étude de 2023. Ce qui est en augmentation d'ailleurs, dû notamment à une détérioration de la situation socio-économique de ces populations. Donc, je ne sais pas si toi, Sophie, tu as eu l'occasion de l'expérimenter de ton côté, mais vu que tu as l'air d'acquiescer, Bah, ça a j'en ai l'air rencontré quelques-uns. d'être le cas. 7 parties de vautours ont été identifiées pour traiter divers maux, donc la tête, les os, les ailes, le cœur, les yeux, les griffes et les œufs. Voilà. On a par exemple l'ituco, qui est une substance liquide présente dans le cerveau des vautours, qui serait très difficile à trouver parce que celle-ci disparaîtrait très vite après la mort de l'oiseau. Donc généralement, la tête est bien plus utilisée lorsque l'animal est mort que vivant pour le coup. Et la tête est la plus utilisée dans ces pratiques chamaniques, ce qui sanctionne de précédentes études qui avaient déterminé effectivement que la tête était l'organe le plus utilisé chez les chamans. Le vautour, il peut être utilisé 1 an par les guérisseurs en raison de faibles quantités de matériaux utilisés, ce qui est quand même énorme, mine de rien, 1 an pour un seul vautour.
Et ces chamans ont été aussi questionnés sur l'utilisation d'appâts empoisonnés par les chasseurs. Alors quand on parle de chasseurs, on ne parle pas de chasseurs chamaniques, on parle de chasseurs tels que nous, on l'entend dans le sens premier du terme, à savoir donc des chasseurs à des fins commerciales notamment. Et tantôt ça suscitait la défiance, puisque certains chamans étaient davantage acquis au fait de faire attention justement à ne pas consommer ces animaux, tandis que d'autres étaient plutôt indifférents au sort du vautour et d'une certaine manière à leur propre sort, puisque par la suite ils utilisaient l'animal. Pardon. Ouais. 21 utilisations ont été appointées, grande majorité étant spirituelle, 71%. 53 de ces utilisations spirituelles l'étaient pour des actes de production, donc Mhm. récupérer ou obtenir quelque chose, 27% d'amélioration de capacité et 20% contre les malheurs et les effets indésirables. Et pour les troubles physiques, c'est de traiter des troubles neurologiques, circulatoires ou visuels, avec des préparations qui sont soit inhalées, soit ingérées, en tout cas pour la grande majorité. Et Mhm. ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est que le vautour est souvent utilisé mort. Du point de vue de la conservation, il serait possible de fournir des oiseaux morts pour que ces chamans puissent utiliser les oiseaux dans leurs différents rites. Mais tout cela doit être réfléchi entre les différentes parties. Il y a une perception qui doit être aussi comprise par les populations des maladies spirituelles afin d'envisager d'autres moyens de traiter les affections et aussi se méfier des cadavres illégalement empoisonnés parce que les oiseaux récupérés aussi bien par les chamans que par les chasseurs sont des animaux récupérés de manière illégale. Et donc du coup les chamans ont proposé plusieurs possibilités justement pour mitiger quelque part les choses. Premièrement, domestication des vautours, ce qui quand même risque d'être compliqué. Ça c'est généralement les chamans qui proposaient ça. Et les chefs traditionnels recommandaient davantage des stratégies qui tiennent compte de la nécessité du vautour pour ces peuples, et notamment la fourniture d'oiseaux morts. Donc voilà un petit peu pour cette histoire pas très gaie à la veille des fêtes de Noël, mais ça nous permet un petit peu de mieux comprendre comment fonctionne le chamanisme, et peut-être que toi Sophie, tu auras beaucoup plus de choses à dire que cette étude, parce que comme tu l'as dit, tu as eu l'occasion de discuter et de rencontrer certains d'entre eux, voire d'entre elles. Alors, oui, bon, on n'a pas discuté de vautour spécialement, mais si tu veux des utilisations pour la tête de vautour, je peux t'en donner quelques-unes qui sont assez connues dans le coin. C'est pas pour autant Ok. que je les utilise, mais c'est connu, ça se connaît, voilà, ça se passe comme ça, c'est des connaissances acquises de manière générale, j'imagine. Ok. Le problème, en fait, des Sangoma ici, c'est que un peu n'importe qui peut se dire Sangoma et balancer des tarifs assez prohibitifs en disant ouais non je vais te faire un médicament à base de vautour et puis en fait ouais. De toute façon on est d'accord que ce genre de choses c'est surtout des recettes de grand-mère etc. Donc c'est pas non plus quelque chose qui est très réglementé. Le souci c'est surtout pour la santé générale des gens qui absorbent ce genre de choses parce que c'est pas trop d'où ça vient. Imagine le vautour, effectivement tu le gardes pendant 1 an avant d'en faire une préparation, je te dis pas l'état de la préparation que tu vas récupérer à la fin. Bref. Et pour ceux qui sont intéressés, ouais. Enfin bref. Et le problème aussi en Afrique du Sud, c'est qu'évidemment, les vautours, toutes les espèces de vautours qu'on a ici sont des espèces protégées, et on n'est pas censé les tuer d'une manière ou d'une autre, quelle qu'elle soit. Et donc tous les morceaux des vautours sont censés ne pas être possibles d'accès, en fait. T'as pas le droit de posséder ces choses-là. C'est interdit par la loi en Afrique du Sud, normalement. Il faut un permis pour Comment ça. ça se passe? Comment ça se passe justement les discussions entre les membres de la conservation et ces chamans et ces différents peuples? Est-ce que c'est des discours qui ont évolué au fur et à mesure du temps? Alors le discours actuel, c'est de toute façon normalement c'est pas le droit d'en avoir, mais comme il y a quand même des traditions qui doivent se maintenir, et ça se comprend, il y a des traditions parmi les peuples, ce serait dommage de tout effacer. Mais on est en train de discuter avec beaucoup de chefs justement dont tu parlais, c'est les chefs de tribus qui généralement ont le pouvoir dans ces endroits-là.
quand tu discutes avec, ils comprennent l'importance de garder un écosystème vivant autour d'eux, parce que effectivement, si au bout d'un moment il y a plus de vautours, bah de toute façon ils pourront plus continuer. Donc il va falloir protéger le vautour. Et on est dans une histoire d'utilisation durable du vautour plutôt que de continuer à l'exterminer. Donc en fait, il y a beaucoup de tribus maintenant qui commencent à travailler dans cette optique-là en essayant de prélever moins, de conserver plus, et en préservant l'habitat naturel autour de chez eux, mais en fait ils encouragent ces animaux à se reproduire et à se multiplier, ce qui fait que derrière ils en ont plus pour eux. Donc c'est durable en quelque sorte la manière dont ils utilisent les ressources naturelles dans ces cas-là. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on commence à mettre en place dans certains endroits. C'est pas forcément dit que ça fonctionne avec tout le monde, mais c'est un début. Tu peux pas de toute façon les empêcher de faire ce qu'ils veulent, ils feront ce qu'ils voudront, voilà. Et c'est aussi une histoire d'éducation, donc il y a aussi beaucoup de programmes éducatifs qui sont mis en place pour les enfants, pour leur expliquer que c'est pas forcément une bonne idée de prendre ce genre de médecine. Bon, après, voilà, C'était une des conclusions de l'étude. Fournir des oiseaux déjà morts, ça pose aussi des problèmes de conservation pour le coup. Alors évidemment des problèmes de santé publique, ça oui. on en est bien conscients tous les deux. Mais en termes de conservation, est-ce que ça pose un souci pour le coup? Parce que ça a l'air d'être une vraie porte ouverte d'après l'étude que j'ai commentée. Alors c'est possible, mais le problème que je vois moi, c'est que si on continue à proposer des choses pour que la demande continue d'être là, en fait, ça va pas forcément régler le problème. Donc je serais plus dans l'avis de ne pas donner d'oiseaux morts, puis c'est tout, et voilà, et de continuer avec l'éducation et de dire non, en fait ça c'est non. Et on a des centres spécialisés dans l'éducation, on a des centres avec uniquement des vautours qui font aussi de la réintroduction, ce genre de choses, et qui accueillent des écoles tous les ans, beaucoup d'écoles, donc ça aide pas mal. Donc bon, on essaye petit à petit de faire des choses comme ça. Mais non, donner des cadavres, comme tu dis, c'est un problème de santé publique. Alors bon, c'est pas... Faut quand même essayer de protéger des populations un minimum. Je suis pas trop pour non plus. Donc, bon. Oui, c'est vrai que dans l'absolu, l'animal est déjà mort, c'est vrai, mais est-ce que tu veux vraiment rendre malades ces gens-là en leur filant des cadavres d'animaux dont la plupart ont été empoisonnés parce que ça vient du braconnage illégal ? Pas sûr. je conseillerais pas personnellement. Bon, ça. Mais il y a une ligne claire quand même qui est établie sur cette discussion, parce que du point de vue que j'ai de l'étude et de ton point de vue, il y a quand même une assez grande distorsion qui s'opère. Parce que tu sais pas comment fonctionne l'Afrique du Sud, je pense. Oui, mais je n'y suis jamais allé. En gros, il y a la loi telle qu'elle est, et après il y a l'application de la loi. Et l'application de la loi se fait pas forcément finalement. Toujours. Non, en France c'est gentil. En France, l'application de la loi se fait plus ou moins normalement correctement. En Afrique du Sud, la plupart du temps, elle est pas appliquée, même si elle est là. À part dans certains cas, et certainement pas dans les campagnes en fait. Donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Alors oui, il y a des lois, mais non, elles sont pas respectées. Voilà. Si c'est plus clair comme ça. Surtout dans le KwaZulu-Natal. À noter aussi, c'est très différent aussi, on a tendance à penser différemment en tant que peuple français, parce qu'on appartient au même peuple, normalement, plus ou moins, à moins qu'il y ait des histoires de quartier, mais enfin ça c'est un autre problème. Mais en Afrique du Sud, c'est pas comme ça que ça marche. C'est des tribus. Et les tribus ne se considèrent pas forcément sud-africaines, même si elles sont là depuis Mathusalem. Et par exemple, les Zoulous, dont on parlait, ils ont toujours un roi Zoulou. Et le roi Zoulou leur dit pour qui voter aux prochaines élections. Et tous les Zoulous suivent l'avis du roi Zoulou. Et il a, notamment dans le KwaZulu-Natal, c'est là où il est basé, il a encore... y a personne qui vient chatouiller et lui dire non mais t'as pas le droit d'exercer ton pouvoir. Il est toujours là, il est toujours en place, et il a toujours son pouvoir de chef. C'est un descendant de Shaka Zulu ? Pas directement, il me semble, mais oui, c'est... Ok. Ils ont toujours un chef, c'est comme ça. Voilà. Voilà.
Eh ben, Donc c'est merci très différent. Sophie pour la découverte un petit peu plus en détail de l'Afrique du Sud et du chamanisme. Et on espère que vous avez un petit peu mieux compris justement pourquoi certaines tribus utilisent le chamanisme, pourquoi certains oiseaux sont utilisés, dans quelle fin, quelle partie de l'oiseau on utilise. Et sur ce, on vous dit bon appétit, puisque comme cet épisode sort à 18h Mon et que Dieu. là il est 18h30, et ben voilà, hein, Oui, voilà. Quelle bonne Allez, idée. deuxième partie, on va parler de communication chez les oiseaux. On parle plus de communication humaine, Sophie. On Non. revient du côté du monde des oiseaux. La dernière fois, on avait parlé de coucou et Oui. de petits mérions qui donnaient Exactement. l'alerte. Et là, on on va avait parler parlé de quoi aujourd'hui? J'avais envie de continuer sur le sujet parce j'avais l'impression de pas avoir suffisamment creusé la dernière fois et c'est pas un sujet que je connais très bien, à mon grand regret. On a beaucoup, et on en a eu beaucoup des sujets ensemble sur le chant des oiseaux. On en a parlé en long, en large et en travers. Certainement, vous en avez marre depuis. Mais en l'occurrence, on n'a pas parlé. Il y a des vraies ouvertures en ce moment sur le chant Oui. des oiseaux. C'est assez extraordinaire. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui se passent et notamment de ce point de vue-là, il y a quelque chose qu'on n'a pas souvent évoqué, qui est donc ces fameux sifflements ou soufflements si vous préférez, dont on a parlé la dernière fois, qui permettaient, dans le cas des coucous, de justement signaler aux autres espèces autour d'eux, donc c'était du signalement interspécifique entre espèces, qu'il y avait un coucou près du nid et qui risquait donc d'y avoir un œuf pondu ou quelque chose. Bref, c'était de la prévention interspécifique et c'était très intéressant d'en parler. Et c'est un sujet qu'on connaît pas très bien parce que ce type de son en fait n'est pas vraiment enregistré et généralement on s'intéresse plus au chant des oiseaux qui est plus facilement reconnaissable évidemment, plus agréable à entendre certainement plutôt qu'à leur sifflement ou soufflement qui sont difficile à entendre déjà pour nous, et puis pas forcément facile à reconnaître non plus, parce que c'est plus ou moins la même chose entre les différentes espèces. Donc bon, comment reconnaître un soufflement d'une espèce par rapport au soufflement d'une autre? Bon, c'est pas toujours simple, hein. Déjà les chants ont s'y perdent, mais alors ces trucs-là, c'est pas simple. Donc, je me suis dit, je vais creuser un petit peu le sujet, voir un peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a derrière, est-ce que tous les oiseaux le font, ce genre de choses, comment ils le font, est-ce que c'est similaire au soufflement ou au sifflement que peuvent faire d'autres espèces d'animaux sur la planète, d'où ça vient, etc. Donc on va en parler un petit peu aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est beaucoup plus large que ce que je pensais, et je pense que justement ça peut vous intéresser. Eh ben, on va voir ça. Voilà. Alors, il se trouve que... alors on va parler de sifflement à partir de maintenant, pour être plus clair, c'est le nom qui est employé scientifiquement parlant pour désigner ce genre de souffle que l'on fait. Alors on parle de sifflement, contrairement au chant où là on va utiliser des cordes vocales, un syrinx, ce genre de choses pour les oiseaux. Pour le soufflement ou sifflement, on va utiliser cette fois-ci, comme quand vous sifflez, c'est-à-dire que vous allez faire passer de l'air via un tube ou un orifice, et en fonction de la vitesse de l'air qui s'échappe, vous allez avoir un son qui va être produit. Et donc, ce sifflement n'est pas présent uniquement chez les oiseaux, il est présent chez à peu près tous les types d'espèces qu'on peut avoir sur la planète, à partir des insectes, en passant par les oiseaux jusqu'aux mammifères évidemment. Ouais. Et oui. Ok. Oui. Alors, chez les insectes, si vous voulez un exemple, vous avez la fameuse blade de Madagascar. Alors, la blade de Madagascar, je dis fameuse parce qu'il y en a qui la gardent comme animal de compagnie. C'est une blade qui fait dans les 7-8 cm, donc c'est un gros truc quand même. Et elle a la particularité de faire un sifflement, alors à plusieurs occasions, notamment quand il y a des combats entre mâles. Et en fait, ce sifflement vient de... la sortie de l'air qu'ils ont dans l'abdomen,
au niveau de ce qui sert à la respiration chez les insectes, qui va s'appeler les stigmates. Donc les stigmates, c'est les petits trous que vous avez sur l'abdomen. Et donc à partir de ça, vous avez un son qui va se former grâce à la pression de l'air qui va passer par ces stigmates. Donc ça, c'est pour la blatte de Madagascar, qui va donc faire ce son-là, notamment pour les compétitions entre mâles, et puis pour 2-3 autres petits trucs lorsqu'il s'agit de communiquer. Voilà. Je crois qu'il y a un papillon aussi qui émet des petits Il y a sifflements plusieurs comme papillons ça. qui font des sifflements, effectivement, tu as raison. Et il n'y C'est a pas assez, que ça, c'est il y a assez marrant, il y a plusieurs insectes qui font ça. Donc il y a des blattes, comme on l'a dit, mais il y en a plein d'autres. On va pas tous les citer parce qu'on y passerait la nuit. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc il y a pas que eux, il y a aussi Là, non après... seulement les gens ont fini de manger et ils déjeunent là. En si, plus, c'est si on fini se met à là. parler On est d'insectes. reparti dans un brunch. Et du coup, après les insectes, on va parler de plein d'autres animaux qui peuvent faire ce genre de son. Donc on va avoir des amphibiens qui vont avoir le même type de son. On va aussi avoir des reptiles. Vous connaissez beaucoup de reptiles qui vont faire ce genre de sifflement. La plupart des reptiles d'ailleurs ne font pas beaucoup de sons. Les lézards par exemple font pas vraiment de bruit, sauf quand ils vont émettre ce genre de sifflement qui va donc être de l'air pulsé, donc qui va sortir de la trachée et qui va leur permettre de faire une sorte de ou un truc comme ça. Je saurais pas le faire exactement, mais ça va permettre donc de faire un son. Chez les tortues, par exemple, vous allez avoir la tortue qui normalement ne parle pas, mais qui, par exemple, lors de la reproduction, vous allez entendre le mâle faire ce genre de choses. C'est assez étonnant quand vous l'entendez pour la première fois d'ailleurs. Je dois bien l'avouer. Mais normalement, ça ne fait pas de son et on pense que les tortues ne peuvent pas faire de son. Et ben, c'est faux. Ils sont tout à fait capables d'en produire, mais ça va être ce genre de sifflement qu'ils vont être capables de produire. Alors, quand on parle de sifflement, Sophie, on parle évidemment de serpents, puisqu'on reste chez les reptiles. Exactement. Est-ce que ça en est, justement ? Oui, ça en est aussi. Ça en est aussi chez les serpents. C'est pareil, même mécanisme, on va faire sortir donc de l'air et ça va faire ce genre de sifflement. Assez caractéristique du serpent d'ailleurs, parce qu'on le connaît bien celui-là. On l'entend dans pas mal de films. Et donc ça va être effectivement le même principe. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on considère que ce genre de sifflement, c'est finalement un son qui est assez basique, assez primaire, et qu'il vient certainement avant le reste des sons qu'on pourrait, ou la gamme de sons auxquels on peut s'attendre chez les mammifères et les oiseaux notamment. Okay. C'est pas forcément vrai, et ça on va le voir tout à l'heure, mais ça a été souvent défini comme tel dans la littérature jusqu'à récemment. Donc ne vous faites pas avoir, c'est pas forcément le cas. Alors chez les oiseaux, chez les mammifères, on a quelques sons comme ça qui vont être faits. Vous avez donc certains mammifères qui vont faire un sifflement pareil quand ils sont dérangés, quand ils sont pas contents, quand il y a des choses qui se passent qui sont forcément hors de leur contrôle. Vous allez les entendre assez facilement. Mais chez les oiseaux aussi, vous avez notamment, si vous avez un perroquet à la maison, et que vous l'avez sacrément mis en rogne, vous allez pouvoir entendre ce son, parce que votre perroquet va soudainement se mettre à écarter un peu les ailes, il va avoir une posture très agressive avec la tête un peu rentrée dans les épaules, et puis il va vous regarder en ouvrant le bec et en sifflant. Et là, je vous conseille fortement de pas mettre la main, parce que la prochaine chose qui va se passer, ça va être une grosse blessure sur votre doigt. Moi et puis ça peut faire très mal, hein. Ça peut vous sectionner un doigt, donc ça dépend de l'espèce après, mais oui. Oui, ça dépend évidemment, mais si vous avez un ara, ça peut faire très mal. Ouais. Mais oui, du coup ça me rappelle le fait où j'ai été poursuivi par des oies un jour, où justement elles avaient sifflé avant d'attaquer. Ouais, exactement, okay. C'est souvent c'est de la communication aussi, mais en l'occurrence là elles étaient en rogne. Je m'amusais aussi à les mettre en rogne, donc faut pas, non mais c'est pas bien ça. Mais j'étais jeune Sophie, jeune je n'étais innocent. pas encore ornithologue. Bon, en tout cas, donc voilà, ça c'est le type de son que vous allez pouvoir entendre chez les oiseaux. On va l'entendre chez plein d'espèces d'oiseaux différentes, il n'y a pas que les perroquets, je vous cite ça en exemple parce que c'est généralement ce que vous avez à la maison. Vous avez évidemment, comme tu l'as si bien dit, les oies, on connaît les cygnes aussi qui font ce genre de choses, que vous connaissez certainement, il y a des canards qui sont capables de le faire aussi, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces de passereaux qui sont tout à fait capables de faire ces sons, il y a aussi des espèces de rapaces qui peuvent tout à fait le faire, et bref, en fait, on peut arriver dans toutes les familles et trouver plus ou moins plusieurs espèces qui seront tout à fait capables de siffler comme ça et de faire un son qui ressemble beaucoup à celui d'un serpent. Ok. Voilà. Donc la communication par ce sifflement,
peut en fait être dû à plein de choses chez les oiseaux. Alors chez les reptiles, généralement, ça va être plus ou moins une ou deux catégories de situations qui vont donner lieu à ce genre de sifflement. Chez les oiseaux, par contre, on a tout un panel de situations qui peuvent donner lieu à ce genre de communication, et c'est pas uniquement pour de la défense ou pour de l'attaque, comme dans le cas du perroquet dont on a parlé tout à l'heure, ou dans le cas des oies qui t'ont poursuivi. J'en suis désolée d'ailleurs. Tout va bien. Donc, tout va bien, je suis vivant. Tu es toujours vivant, tout va bien, tu le vis bien, ça va. Oui, je vis très très bien. Donc on a évidemment des sons qui vont être anti-prédation, on en a parlé l'autre fois, donc ça va être pour se protéger face à un prédateur, mais ça aussi la communication qui va permettre de donner l'alerte face à un prédateur, donc comme on a vu la dernière fois avec la communication interspécifique, ou intraspécifique si c'est à l'intérieur d'une même espèce. On peut avoir aussi de la communication qui va se passer à l'intérieur de la même espèce, cette fois-ci au niveau, par exemple, d'un couple d'oiseaux, qui peuvent tout à fait communiquer avec ce genre de choses, ça peut arriver chez certaines espèces. Vous avez aussi de la communication par ce même phénomène qui va se faire entre les parents et les petits oiseaux, ça peut arriver aussi, notamment chez la mésange bleue, que vous connaissez très bien. Les petits sont tout à fait capables de quémander des choses aux parents par un petit sifflement. Ça se passe aussi chez la cigogne, que vous connaissez aussi certainement, où pareil, les petits vont demander de la nourriture aux parents avec un sifflement. Ou de pas être éjecté du nid, mais ça on ne peut pas encore le prouver. Oui, faut encore le prouver. Vous avez aussi des sifflements qui vont être présents lorsqu'on va faire... alors j'ai que le mot courtship qui me vient à la tête là, parce que c'est le mot anglais. Mais la parade nuptiale, merci. Donc la parade nuptiale... il y a pas mal d'espèces qui vont, notamment tout ce qui est côté canard, enfin anatidés et autres, on va avoir ce genre de sifflement qui va être important. Et puis, on va avoir de la compétition entre animaux. Alors ça peut être la compétition entre eux, par exemple les poussins dans une même nichée, ou ça peut arriver par exemple entre des chouettes effraies qui vont ils vont se siffler à la tronche l'un l'autre en disant non c'est à moi ce bout de lard, c'est pas à toi. Okay. Ou alors entre d'autres animaux, entre des adultes de la même espèce qui peuvent aussi se siffler à la tronche. Mettons par exemple qu'il y ait deux mâles qui fassent la cour à une femelle. Il est possible qu'il y ait un petit peu de... qui s'attaquent un petit peu, qu'ils essaient un petit peu de montrer qui est le plus fort, et des sifflements peuvent tout à fait rentrer dans le jeu de l'intimidation, c'est possible. Voilà. Donc les sifflements sont là pour une grande variété finalement de communication, on n'en a pas forcément l'habitude, parce qu'on parle surtout du chant et de ce genre de choses, mais on parle pas beaucoup des sifflements, alors qu'en fait ils sont super importants, il semble, chez les oiseaux. Et le truc qui va être très intéressant, c'est qu'en fait on les retrouve chez quasiment tous les grands groupes d'oiseaux, ces sifflements. On pensait, pareil, on l'a dit tout à l'heure, que c'était des sons assez basiques et que donc on allait trouver surtout des choses chez des espèces d'oiseaux qui finalement seraient assez basales. Mettons par exemple les autruches ou ce genre de choses, on allait se dire, bon les tinamous, les autruches, tous ces trucs qui sont à la base de l'arbre phylogénétique des oiseaux, oui certainement qu'ils doivent encore avoir ce genre de communication, mais peut-être que les espèces les plus... j'ai pas envie de sortir le terme, mais mettons les plus évoluées, les plus récentes en tout cas, mettons que celles-là par contre devraient normalement avoir une communication un peu différente, certainement plus par le chant, et en fait c'est pas du tout le cas. Tout le monde, enfin une grande majorité, est capable de faire ces sons et les utilise, et c'est ça qui est intéressant. Ils les ont gardés pour, pas forcément la même chose que pour leurs confrères les reptiles, mais en tout cas ils les ont gardés et ils les utilisent encore aujourd'hui pour une grande diversité de cas et de situations, et c'est ça qui est intéressant. Et alors, le plus intéressant dans l'histoire, parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin... Ah, le dessert. Exactement. C'est qu'on sait toujours pas comment ils les produisent, ces sons, en fait. D'accord. Alors, le problème, je vous l'ai dit tout à l'heure, le sifflement, il est notamment défini dans la littérature scientifique comme étant quelque chose qui va être donc un souffle d'air balancé par un trou, par un orifice quel qu'il soit, la trachée, ou bien, on a vu chez les insectes les stigmates, avec plus ou moins une vitesse ou différente en fonction des animaux, pour donner un son qui va derrière produire ce sifflement. Donc chez les oiseaux en fait, vous avez donc ce qu'ils appellent le syrinx, et
via ce syrinx, vous êtes capable de produire toute une variété de sons différents. Et en fait, on sait que les oiseaux sont à la fois capables de produire ces sifflements via leur syrinx, donc en balançant de l'air, comme feraient les insectes avec leurs stigmates, mais ils sont aussi capables, il semblerait, d'imiter ces sifflements avec leur syrinx, comme ils sont tout à fait capables de chanter, de la même manière. D'accord. Donc sans utiliser le même processus. C'est là qu'ils sont quand même très forts. Et par Ouais, exemple... mais c'est peut-être cette différence qui interprète quelque part l'utilisation du sifflement, peut-être. C'est fort possible, mais pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Ok. Un bon exemple, c'est la chevêche des terriers, que vous connaissez certainement, parce que j'ai prise comme exemple pour faire le plumeux de mon côté. Donc la petite chevêche des terriers, qui donc vit dans des terriers, elle, pour se protéger de ses prédateurs, en fait, elle va imiter un sifflement, le sifflement du crotal, que vous connaissez certainement aussi, qui est donc un gros serpent, qui a un bruit bien particulier, qui fait un sifflement très particulier, qui généralement fait fuir tout le monde. Donc la chevêche des terriers l'utilise, elle aussi. Ouais, puis je crois que c'est le sifflement dans les films, si je dis pas de bêtises. La plupart du temps, oui. Il me semble, ouais. C'est exactement ça, oui. C'est justement, la chevêche des terriers va l'utiliser, elle, pour protéger sa nichée et son terrier, en faisant exactement le même sifflement, mais elle n'utilise pas, cette fois-ci, une modulation de l'air comme vous feriez lorsque si vous avez envie de siffler. Elle va utiliser son syrinx et va le moduler comme elle le ferait d'un chant, sauf que elle va sortir un sifflement grâce à ses capacités du syrinx. Mais voilà, donc c'est... En fait, les oiseaux sont tout à fait capables de le faire dans plein de situations différentes, mais on sait pas exactement comment ils le font à chaque fois, parce que ça varie beaucoup en fonction des espèces, en fonction des situations, et ça varie même en fonction des individus, parce qu'il semblerait que même dans une même nichée, tous les oiseaux ne l'utilisent pas forcément de la même façon. Donc on a même des différences individuelles. Donc ça devient un petit peu complexe. Quel bazar. Et quel bazar, exactement. Et alors le problème dans tout ça, c'est que, comme j'ai dit en début, on n'a pas beaucoup étudié le sifflement, parce qu'on s'est plus intéressé au chant, parce qu'on supposait que c'était certainement plus diagnostique et plus intéressant de s'intéresser au chant, parce qu'après tout c'est ce qu'on écoute en premier et ce qu'on entend en premier. En fait, on aurait vachement dû s'intéresser aussi au sifflement, parce qu'il semblerait qu'il y a tellement de possibilités qu'on a à peine gratté la surface. Et tout ce que j'ai lu... Ouais. Exactement, et tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant me fait penser qu'il y a tellement de choses à découvrir encore à ce point de vue. J'étais horrifiée par la somme de connaissances qui nous manque sur ce sujet. Et si vous voulez... Eh oui. Le pourquoi, le comment, le où, parce que ça se trouve, dépendant de l'environnement, on n'a pas forcément l'utilisation la situation. Du sifflement. Est-ce que... avec qui Est-ce que avec qui Avec qui exactement? Est-ce que certaines espèces... pourquoi certaines espèces ne l'auraient pas? Voilà, et est-ce que c'est juste parce que peut-être on les a pas suffisamment étudiés, parce que c'est possible aussi, on s'est pas forcément intéressé à ça chez ces espèces-là, donc on n'a pas les rapports sur ces espèces qui nous le disent, parce que on a pensé que c'était pas utile peut-être, ou on a laissé ça de côté pour s'intéresser au chant. Ça c'est possible aussi. Hein. Et puis quel âge? Mais ça malheureusement on n'aura pas cette information, mais ça se trouve c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien qu'on le croit. Donc quel âge aussi c'est important chez les espèces, parce que par exemple du côté des émeux, il me semble que c'est les émeux, les petits sont par exemple ne font pas de sifflement alors que les adultes le font très régulièrement, notamment pour prévenir d'un danger, mais les petits le font jamais jusqu'à l'âge adulte, et on sait pas pourquoi. Est-ce que peut-être que les petits ne sont pas capables de le faire physiquement parlant, ou est-ce que c'est juste que ils le font pas avant un certain âge et puis c'est tout? Parce que normalement, ils imitent les adultes, normalement. Ou alors, ils ont envie de l'apprendre. Parce que moi, le sifflement, tu vois, c'est un truc que tu as envie d'apprendre. Donc peut-être qu'il y a une notion d'envie d'apprentissage. Oui, mais dans ce cas-là, ils l'apprendraient avec le reste des sons quand ils sont petits. Ah ouais, c'est... Eh oui.
Donc il y a plein de questions encore qui sont soulevées par Waouh. cette chose-là. C'est un monde à part entière. Ça m'a assez intriguée. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un très très bon article. Alors malheureusement en anglais, et il faut pas être allergique à la littérature scientifique, mais il résume très très bien l'état des connaissances actuelles. Donc si ça vous intéresse, allez le voir. Je vous mettrai le lien en description. Il est assez long par contre, donc voilà, soyez pas surpris. Il est touffu et long. Et c'est par contre en open access, donc n'hésitez pas, c'est sur le Royal Society Publishing, donc c'est un bon journal. Et il résume très très bien l'état des connaissances actuelles, donc je vous le mettrai en description. Et si vous avez, vous aussi, des théories sur l'utilisation de ce sifflement, vous avez les commentaires de l'épisode sur YouTube pour nous transmettre vos meilleures idées. Et si jamais une de vos idées est testée par des scientifiques et est validée, félicitations à vous. Je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Non, mais écoute, toutes les hypothèses sont bonnes à prendre, il faut tester. On n'en sait pas beaucoup pour l'instant, donc il faut. Exactement. Nous allons vous laisser pour cet épisode du podcast 100% Oiseau, le courrier de la Sterne. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. Je ne sais pas si on est dans la période des fêtes, je ne sais pas si on est après la période des fêtes, donc on vous souhaite un joyeux Noël. La semaine prochaine on vous souhaitera bonne année, mais ça se trouve on sera le 25 décembre, donc on aura l'air un peu bête, mais c'est pas très grave. Mais ce sera en avance, écoute, mieux, voilà. C'est vrai, effectivement, vaut mieux que ce soit en avance que jamais. Merci donc à vous tous et à vous toutes de nous avoir écoutés. On vous rappelle que si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode, n'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous, n'hésitez pas à le faire découvrir à des gens qui aiment les oiseaux ou à ceux qui n'en sont pas forcément familiers. Et vous pouvez nous retrouver bien sûr sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming, sur Podcast Addict, sur Deezer et sur toutes les autres plateformes d'écoute que vous avez l'occasion d'utiliser de votre côté. Merci à nouveau et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes. À plus.